Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi Presse, la grande messe de vendredi. C'est avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pekézi, le patron du journal Le Libéral, et Ferdinand Haïti, le patron du journal Alternative. Nous reviendrons sur des questions liées donc au développement et à la société avec le 4e lac inauguré hier à Lomé. Il devra soulager les populations et faire face aux inondations dans la zone portuaire. Les populations de Akode Sewa, Enfame, Kanikope, Kagome, Zoroba ou Bagida devraient être dans l'allégresse depuis hier. On va revenir sur le sujet. Nous parlerons également du foncier et un petit peu de la politique aussi ce matin. Bonjour Fabrice Pekézi. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Vous allez bien? Je vais bien. Parfait, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Abi Alpha Isotou. Bonjour ton frère, bonjour à ta rédaction, à tous ceux et celles qui nous écoutent dans le studio du Ramadan, à tous les frères musulmans. Vous tenez le coup? On tient le coup, on est en train de toucher les 16e jours, Inch'Allah. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que vous comptez alors? Non, naturellement, quand quelque chose te tient à cœur, tu tiens compte du temps. Donc chaque femme connaît la date à laquelle elle fait ses menstrues. Donc, et si tu tombes, quelqu'un qui tombe gros aujourd'hui, naturellement, la personne sait quand est-ce qu'elle va accoucher. Je pensais que vous avez le proverbe. Non, c'est un mois très important, donc aucun musulman. C'est automatiquement que les jours se comptent, quoi, parce que c'est le mois le plus important parmi les 12 pour le musulman. Parfait. Merci beaucoup, Abia. Bonjour, Ferdinand Haïti. Bonjour, GCE. Alors, nous avons aussi avec nous ce matin notre invité du jour, David Dabavi-Baini. Bonjour, mon frère. Bonjour, David. Ça va? Bien, ça va. Bonjour, confrère. Vous êtes le patron de TD Média. Oui. Vous avez fait une célébration le week-end dernier. Ouais, samedi. Ouais. Et ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, heureusement pour nous. Nous avons réussi à donner plus de baume, à mettre plus de baume dans le cœur des confrères qui ont défilé. C'était super sympa. On avait mis 25 journalistes cette année. 12 stylistes retenus, des Togolais tous, qui ont présenté des collections qui ont été portées en exhibition par les journalistes. C'était beau, le public a aimé. La presse a dit que le bilan était positif et que la soirée était belle, donc on est satisfait. Quel bilan vous tirez? Nous préférons nous en tenir au bilan qui est fait par le public. Vous savez, chaque année, c'est en fait un défi pour nous de mettre près de 600 personnes dans une salle et de mettre sur le podium 25 journalistes sur les 1500 ou 2000 que compte la capitale aujourd'hui. Et donc c'est un gros défi pour nous et chaque année c'est un peu difficile, mais nous écoutons toujours ceux qui viennent à cette soirée. Parce que d'abord c'est pour présenter les journalistes, c'est pour leur présenter les journalistes sous un autre angle, des journalistes mannequins le temps d'une soirée, et aussi permettre aux journalistes de se défouler après 12 mois de travail. Et tout ça rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Bon, cette édition qui vient de passer là, ça veut dire qu'au moins 175 journalistes, je calcule en fait, qui sont passés sur le podium. Plus de 175 journalistes. Près de 250 journalistes, parce que à part les 25, il y a le staff. Les guest voilà, il y a d'abord le staff qui est composé de journalistes, il y a les guest stars qui viennent, et puis il y a ceux qui viennent en appui. Donc c'est beaucoup de journalistes qu'on a réussi à mettre sur le podium durant cette année, c'est grand. Et tout ça c'est grâce à la mobilisation de la presse togolaise. Vous avez été soutenu par les... Oui, d'abord par... les mécènes? Oui, par les partenaires. Ils étaient à l'écoute. C'est vrai qu'il y a une crise au Togo, mais certains ils étaient à l'écoute. On a la chance d'avoir eu un nouveau partenaire qui nous a beaucoup aidé, c'est les Bomaf, qui nous a apporté beaucoup de soutien. Ça, on tient à leur dire merci pour ça. C'était la première fois qu'ils sont là. Et on les remercie beaucoup. Move Togo, qui est le partenaire officiel, qui est là depuis cette année, et à tous les autres partenaires, on leur dit merci. Certains étaient là, d'autres non, on a compris. Et cette année, on a voulu récompenser tous ces partenaires, et on leur a fait des trophées qu'on leur a décernés. On en a décerné à Move, qui est le partenaire officiel, également à des entreprises qui sont spécialisées dans le BTP. L'idée cette année, c'est d'encourager ces entreprises à aller de l'avant, à faire du bon travail et à développer la capitale et les autres villes du Togo. Donc on a
décerné des prix à Eboma, qui est l'entreprise étrangère qui a plus réalisé de travaux de BTP autour. En fait, les critères de sélection étaient quand même assez particuliers. Ça a été fait par un petit groupe de journalistes restreints. On a retenu GER, Centro, LMBTP, le ministère des Finances et le ministère des Infrastructures et des Transports, à qui on a remis des trophées pour les encourager, pour leur dire d'aller. Aussi les attirer la prochaine fois. Oui, oui, c'est quand même assez stratégique. Ils ont aimé. On a surpris par cette innovation et on s'est dit que ça pourra porter. On avait envie de faire passer un message. Ce message, il est passé, on l'espère. Et nous continuerons par dire merci à toutes ces structures et pour leur écoute. Ils ont été vraiment attentionnés. On était à la limite, on était à quelques jours de report parce que c'était un peu complexe, on n'a pas pu réussir à mobiliser les ressources financières suffisantes. Certains nous ont écoutés, et pour moi particulièrement. Je le dis parce que c'était quand même assez surprenant. On les a approchés, on les a appelés un matin, et puis ils nous ont rappelé quelques jours plus tard. C'est ce qu'on souhaite des autres partenaires. Soutenir la presse dans ce genre d'initiative. Vous avez mis le sport, le foot au centre aussi de cette édition. Média Sport. Oui. On a fait jouer la finale de la Champions League, la petite finale sur le podium qui a opposé l'équipe de Liverpool et l'équipe de Real. Malheureusement, les choses ont changé sur le podium du des médias. Donc c'est Liverpool qui a remporté la finale. On aurait aimé quand même que ce soit ainsi. À Kiev, mais ça a été autrement. On a voulu en fait présenter les journalistes sous un autre angle aussi. On avait envie de leur offrir cette belle soirée, ils ont joué et c'était bien. Le matin du samedi, on a fait un footing avec les journalistes, on a couru, éco-jogging. On a ramassé les déchets, les sachets qui sont jetés. L'idée c'est d'aller vers un combat pour un environnement sain et on a voulu associer les médias pour cela, c'était beau. La 8e édition l'année prochaine. La 8e édition s'annonce belle. Peut-être que vous nous inviterez nous autres. Voilà. Moi, on me dit, la dernière fois, j'en ai encore écouté, on m'a dit, si l'équipe de vendredi de Taxi Presse ne vient pas au des médias l'année prochaine, le public ne sera pas là. Qu'est-ce qui a dit ça? Les auditeurs. Les gens viennent pour vous regarder, les gens viennent pour vous connaître, les gens ont envie de vous voir. Ferdinand, toi, Eric, Abi, Fabrice, le général Fabrice et tous les autres qui viennent ici. Moi, ils m'appellent tous les jours et chaque année, ça me pose un petit problème. Cette année, j'ai failli vous avoir, mais vous avez réussi à me dribbler. L'année prochaine, alors si vous arrivez à convaincre Ferdinand, on sera là. David, depuis que je le connais, depuis le lycée Saint-Albert, collège, le grand lycée de Datakbami, il n'a jamais changé, il est toujours un dragueur. Donc voilà, il est en train de me draguer sur le en direct. Mais c'est quelqu'un qui foisonne quand même d'idées tout le temps. Et puis bon, voilà, il était un grand basketteur aussi. On joue au basket ensemble. Et puis bon, voilà. Je l'encourage parce que c'est une initiative exceptionnelle dans le milieu de la presse automobile. Je souhaite qu'il aille encore plus loin. Déjà des idées sur la 8e édition? ça va être phénoménal. On va faire un truc de à la 8e édition. Vous avez ramené le chef de l'État. Je vais vous aider à vous ramener. Tu me provoques là. Donc, espérons que j'arrive à lever ce défi. Sinon, c'est une bonne initiative, comme on l'a dit le confrère, c'est très bien. Il y a une adage qui dit que quand on tape le tam-tam, quand on tape le tambour, chaque vieille danse vers ses arrière-petits-fils. Donc, puisque c'est eux seuls qui peuvent. C'est les membres de. Ouais, ça veut dire que quand il y a un événement, c'est les membres de ta famille, tes proches immédiats qui peuvent évaluer au juste valeur ce que tu fais, quoi. Donc c'est normal que quand on tape dans le tam-tam, c'est chaque vieille danse vers ses arrière-petits-fils. C'est ça. Donc, si je sais que une chose, Fabrice, c'est ma fille et que elle est venue me voir danser avec ses enfants, les enfants de ses enfants, je danse en tournant vers le côté. D'accord.
Donc c'est normal qu'il ait, en tant que journaliste, c'est normal qu'ils aient pensé à la presse, et puis ce n'est pas une sortie mouillée, ça a commencé très souvent. C'est comme quand on crée nos organes, les débuts sont toujours difficiles, les débuts, nous tous on sait bien, est-ce que ça va porter, donc finalement, le confrère a tenu le coup, il a pu convaincre l'opinion, ça commence par s'imposer en tradition, nous souhaitons que ça aille loin, quoi. Bien, Fabrice, un mot là-dessus et on passe à un autre sujet. Oui, non, bon, je crois que juste une félicitation à David parce que ça fait beaucoup d'années que cet événement se déroule. Bien sûr. Au fil des années, je me rends compte que les gens s'intéressent, les confrères prennent du plaisir. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et même si du côté de nous, la presse écrite, on a un peu la phobie du podium, bon, on espère qu'un jour viendra, on aura le courage de défiler également. Mais quand cela ne tient, l'essentiel, c'est que les gens puissent retrouver le plaisir qu'ils recherchent au-delà des rédactions, des studios télé et autres. Donc félicitations. Et puis jusqu'aujourd'hui également, on n'a jamais entendu des petits bruits au cours de l'événement. Et bon, voilà, c'est l'essentiel. Ça veut dire que David gère bien et il n'y a pas de bruit. On ne t'a jamais demandé de compte. Donc on espère que ce sera ainsi. Ce sera ainsi, puisque toujours. Vous savez, les événements culturels au Togo meurent vite, très vite. Et bon, les quelques rares qui résistent au temps, aux difficultés, je sais qu'il y en a sur le terrain. Et donc, courage à tous ceux qui se lancent là-dedans et qui arrivent à tenir. Nous avons une pensée pour notre confrère Germain Pouli aussi qui est dans ce genre d'activité avec la mode, les artistes et tout ça. Le monde de la mode. Ouais, le monde de la mode, c'est un petit peu aussi son monde à lui aussi. Mais écoutez, merci beaucoup David. Merci. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci Eric. Vous avez eu le témoignage des confrères en direct. Ouais, ça fait chaud. Dans la grande messe de vendredi. Merci à Taxi FM, merci aux confrères, merci aux médias. Vous avez quand même mis en valeur notre confrère Agbéré, qui fait le buzz depuis samedi soir. Ouais, et qui a été demandé, enfin le public a demandé qu'il revienne l'année prochaine. Très bien. On n'a jamais mis un journaliste sur 2 éditions, mais je pense que l'année prochaine, il reviendra encore. Si Dieu lui prête vie. Oui. Merci beaucoup, Merci. David Payet. Alors, autre sujet à aborder, Ferdinand, c'est vrai que hier on était tous à la veillée de notre confrère Eden Junior à Ménounian, décédé le 15 mai dernier. Hier c'était la veillée, il sera inhumé demain chez lui, dans son village natal. Vous en parlez d'ailleurs dans votre journal ce matin. Oui, je crois que c'est un drame qui a frappé toute la corporation. Tout le monde connaît Junior, son charme, son enthousiasme et puis ses amitiés. C'est l'ami de tous les jours, et le confident pour certains. Et puis bon, voilà, ce drame est arrivé ce mardi 15 mai au matin. Bon, je crois que ceux qui pensaient encore que c'était une blague se rendent compte que effectivement quelque chose d'assez dramatique nous est arrivé. Et donc en ces moments, on pense à sa famille naturellement, sa femme, ses parents qui ne sont pas aussi en forme en ce moment. Bien sûr. Et ses enfants, il laisse derrière 2 enfants de très bas âge. Et puis effectivement, hier on était à la veille, il y avait une grande mobilisation de la corporation, on était tout cela pour prier, penser, le porter dans les prières. Et ce soir, il y aura la veille à Calimé, et puis demain à pareille heure, la terre va se refermer sur lui. Et quand ce genre de choses arrivent, on ne peut penser qu'à soi-même, à ce qui va nous arriver, parce que nous sommes tous sur la terre, certains partent avant d'autres, nous aussi on partira à notre tour, et donc quand ce genre de choses nous arrivent, ça nous rappelle notre condition humaine. Oui. Nous sommes tellement fragiles et que la vie ne tient qu'à un fil. Et donc nous avons vraiment du mal à vivre ces événements, mais c'est arrivé. Et donc nous le portons dans nos pensées, dans nos prières, nous portons la famille dans nos prières, et puis nous serons là jusqu'à la fin des funérailles, autour de sa famille, de ses frères, ses amis. On va l'accompagner et que
Voilà, et je crois que c'est quelque chose d'assez dramatique que nous vivons en ce moment. Bien sûr. Fabrice. Non, je crois que Ferdinand l'a dit, c'est dommage, vraiment dommage que Junior soit parti aussitôt. Nous partirons un jour, mais on espère toujours passer de longs moments ici-bas pour réaliser tous nos rêves. Mais malheureusement, Junior nous a vite quittés. C'est dommage, on continue de le pleurer. Et surtout, moi personnellement, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, surtout sur le plan professionnel. On n'avait pas toujours la même idée sur certaines questions, mais on collaborait bien, on échangeait bien. Et on avait parfois des débats houleux, mais toujours dans le respect de l'autre. Je le sollicitais beaucoup sur le plan professionnel parce qu'il y a certaines informations, parfois quand je les retrouve sur les réseaux sociaux, c'est à lui, je me référais, je lui dis, mais Junior, qu'est-ce que tu dis de cette information? Est-ce que c'est sérieux? Et toutes les fois, il m'a toujours dit, non, ça c'est sérieux, ça c'est pas sérieux. Et autres, et je me souviens, la dernière fois qu'on a échangé, c'était par rapport à ce qui se passait dans le diocèse de Palimé, où le dernier message que je lui envoyé, je lui dis, ben, je te sais fervent catholique et très proche de ton peloton natal, dis-moi, qu'est-ce qui se passe au diocèse? Et il m'a fait un vocal que j'ai toujours gardé, que je garderai toujours. Je crois que Junior va beaucoup me manquer personnellement par rapport au rapport qu'on avait. Que Dieu puisse garder sa progéniture qu'il a laissée si jeune. Je crois qu'avec lui tendu, Dieu mesure le vent. Forcément, forcément. Abi Alpha. Oui, il faut dire que la mort, c'est la preuve de la condition humaine. Nous sommes des êtres très limités, très fragiles. Et puis, s'il y avait normalement un passage de la vie auquel nous devions être habitués, c'est la mort. Malheureusement, on n'est jamais habitué. On ne s'y habitue jamais parce que vous savez très bien que elle ne vient pas de façon... c'est-à-dire elle ne vient pas en avertissant, quoi. Elle frappe quand elle veut, comme elle veut, et qui elle veut, peu importe vos préférences. Le confrère, moi j'ai milité en association avec lui, on l'a connu d'abord au niveau de Palimé. Entre-temps, il y avait une radio à Palimé. C'est ça, j'étais très proche d'une des radios à Palimé. C'est en étant proche de cette radio que je l'ai connu, lui il était à PICFM. Après il a quitté là-bas, je crois qu'il a fait la TV7, il s'est fait connaître beaucoup au niveau de la TV7. Après il a animé une presse écrite, je crois bien Koussassa, et de là tout le monde a su ce qu'il a fait comme émission au niveau de la RCF avec cette émission Toc Toc qui a vraiment fait tâche d'huile. Il faut dire que Toc Toc c'était son initiative personnelle, c'est lui qui a conçu à chaque fois qu'on sortait de nos réunions d'association, et tu le vois, il foisonnait de nombreuses idées, et c'est entre ces nombreuses idées qu'il a fini par faire naître l'émission Toc Toc qui a vraiment fait bouger les médias. Bon, le confrère n'est plus. Nous souhaitons qu'il repose en paix. Hier, on était à la veille ici. Aujourd'hui, ça va continuer vers la famille. Et puis, voilà quoi. On souhaite que la famille ait le courage nécessaire pour tenir le coup. Oui, c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et donc nos prières, nos pensées pour la famille de Junior Aménia. On va dire juste que la veillée une autre veillée aura lieu chez lui à Palimé, à Podji à 20h. Au même moment, dans son village de Dani et Lavagno, il y aura la veillée à 20h toujours, et l'inhumation aura lieu après la messe à Podji. Demain, samedi matin, l'inhumation dans son village dans la matinée. Écoutez messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve pour les sujets au programme de la grande messe de ce vendredi. Studio donc avec mes confrères, nous allons d'abord parler de problèmes fonciers au Togo. Visiblement, on semble aller vers une solution définitive à ce problème, puisque vendredi passé, l'Office togolais des recettes a annoncé lancer, on va dire, un recensement foncier. Et dans l'opinion, cette annonce a été diversement appréciée.
Dans la foulée, on semble aussi avoir une idée du nouveau code foncier. On en a parlé ici. Mais ce nouveau code foncier de Manial est en cours d'adoption. Le confrère à l'Union pour la Patrie revient sur quelques éléments ce matin. Par exemple, un délai peu fixe de 2 ans pour réclamer son lot qu'on estime volé et une autorisation avant de vendre un terrain à un étranger. Tous ces sujets donc évoqués par le confrère de l'Union pour la Patrie ce matin. Mais quand le gouvernement, sinon l'OTR annonce faire des recensements fonciers, est-ce qu'il faut déjà présumer que c'est le vieux projet d'impôt sur l'habitation qui est en train de revenir, Fabrice? Oui, ben, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais abandonné, sauf que sur le plan politique, les gens estimaient qu'il fallait mettre en place certains éléments peut-être avant d'y arriver. Sinon, il y en a qui payent. Hein. La taxe sur le foncier, ça doit être obligatoire. Il faut le faire pour que les gens comprennent que construire plusieurs maisons aussi, avoir beaucoup de lots de terrain, quelque part, vous devez également payer quelque chose comme taxe et tout cela. Donc moi je crois que c'est aujourd'hui, au-delà du fait qu'on n'a pas encore la décentralisation comme il le faut avec les locales ou la gestion locale où on se dit comment ça sera géré, je crois que c'est un projet sur lequel il faut vite aller parce que ça va permettre d'assainir un peu ce secteur-là également. Mais sauf que dans l'opinion, la vie n'est pas partagée. Les gens n'ont pas le sentiment aujourd'hui que cette taxe d'habitation devra permettre à l'État de renflouer ses caisses. On a le sentiment qu'on veut arnaquer les populations. Ferdinand. Non, je crois qu'il ne faut pas prendre seulement le problème sur cet aspect. De toute façon, il faut mettre de l'ordre dans le foncier. Tout le monde sait aujourd'hui ce que le foncier représente au Togo. C'est le désordre total, c'est les anarches, c'est une bombe à retardement, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Vous passez partout dans la ville, à l'intérieur du pays, vous voyez toujours avec ces trucs rouges là, terrain litigieux, oui, bien sûr, tel huissier, tout ça. C'est partout, tous les jours. Et il y a actuellement même des gens dans certains quartiers de Lomé qui sont en instance de démolition. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et depuis quelque temps, avec l'arrivée de l'OTR et les réformes qui sont en train d'être faites au niveau du cadastre, désormais, dès que vous avez un terrain et que vous commencez à faire les démarches, on vous donne immédiatement un numéro fiscal. Ça a commencé depuis. On vous identifie, on vous donne immédiatement. Les nouveaux acquéreurs. Oui, et même les anciens, on est en train de réactualiser tout ça, on vous donne immédiatement un numéro fiscal. Et tout ça, c'est pour répertorier ces choses-là. Maintenant, il faut aller loin. Il faut mettre carrément de l'ordre dans tout le désordre au niveau du foncier. C'est là où on ne doit pas seulement voir l'aspect taxe d'habitation. Tôt ou tard, on finira par payer ces taxes-là. Fabrice l'a dit tantôt, certains le paient déjà, mais on finira par payer, généraliser. Mais le paiement de ces taxes doit être aussi accompagné d'un certain nombre de responsabilités de l'État. C'est-à-dire quoi? Il faut enlever les ordures dans les quartiers, il faut mettre les lampadaires, il faut la sécurité, il faut goudronner les rues dans les quartiers. Une façon de dire aux citoyens que si nous percevons des taxes, voici ce qu'on en fait. Oui, c'est comme ça que ça doit... La réduction de comptes. Oui, c'est comme ça que ça doit aller. Vous voyez. Donc si les gens n'ont pas le sentiment que ce qu'ils donnent, généralement c'est pas grand chose pour certains, on va vous dire 3 000 francs par mois ou par an, je ne sais pas trop ce que c'est, mais les gens doivent voir quelque chose de concret qui sort de ça. On vient ramasser les ordures, on essaie d'électrifier les quartiers, on essaie d'assainir les quartiers, tout ça, mais si les gens ne voient pas ça, les gens ne seront pas tentés de payer. Mais le gros du problème au Togo ici, c'est de mettre de l'ordre dans le foncier. Aujourd'hui, vous n'avez aucune assurance. Non, franchement, est-ce qu'il y a l'assurance aujourd'hui que les autorités ont la volonté ferme de mettre de l'ordre? Oui, j'en viens. Il faut toujours commencer quelque part. Vous savez qu'il y a tellement de pression. Il y a des pressions, par exemple, la Banque mondiale, le processus de MCC, tout ça, qui met la pression. Vous savez, depuis quelque temps, les ministres, les députés sont à l'Assemblée en train de discuter du code foncier, d'adopter tout ça. C'est la pression du MCC. Mais est-ce que toute cette volonté ou ces pressions vont résister à la corruption? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le foncier, tout ce qui se passe dans le foncier, c'est la corruption. Les juges, les avocats, les notaires, les huissiers, les officiers de gendarmerie et de police, et les démarcheurs. Tout, c'est tout un réseau. Est-ce que tout ça, toute cette volonté de faire mieux va résister à cette corruption qui s'est incrustée depuis des années
dans le foncier. Parce que quand les gens agissent à Lomé aujourd'hui, parce qu'on est allé chercher un officier de gendarmerie, un juge derrière, et un avocat derrière, on prend des gros bras, et puis on vient, on casse. Et toi qui n'as personne, bon, tu es là, on démolit tout. Donc, est-ce que tout ça va résister à cette corruption-là qui nourrit des gens sur toute la chaîne qui nourrit des gens. Et donc, je pense que c'est là où il faudra aussi combattre l'impunité pour que ce processus qui est en cours devienne une réalité et que les Togolais puissent sécuriser ce qu'ils ont acquis après plusieurs années d'efforts, plusieurs années je sais pas, de dur labeur dans leur vie, et que bon, vous ne serez pas dans votre maison un bon matin et que bon, on vient vous écrire sur votre mur terrain litigieux, il faut dégager. À casser. Abi Alpha, est-ce qu'il faut faire confiance finalement à ce processus qui a été entamé vendredi, parce que je le disais, Other a fait une conférence de presse pour pour annoncer, n'est-ce pas, ce recensement-là. Il faut mettre de l'ordre, comme les confrères disent, dans ce bazar qu'est le foncier aujourd'hui au Togo. Oui, il faut mettre de l'ordre évidemment, mais il faut que ça commence par l'État lui-même, parce que actuellement, le foncier, l'injustice dans le foncier, ce n'est pas seulement au niveau des individus comme toi et moi, c'est d'abord au niveau de l'État. Je veux dire qu'actuellement, au moins la moitié des réserves étatiques sont déjà bradées. Les gens se sont partagés déjà des terrains qui sont réservés soit pour un centre de santé, soit pour un stade de football, ou bien tout ce que vous savez. Les écoles, les gens se sont entendus pour se les partager, pour les brader. Non, ça veut dire que tôt ou tard, ils vont le restituer à l'État. Bon, maintenant, encore il faut que on ait le courage à un moment donné de mettre fin, de siffler la fin de tout ça là. Au-delà du fait que ceux qui à un moment donné ont eu à gérer l'exemple de ces réserves étatiques ont fait du n'importe quoi. Il y a aussi le fait que l'État à un moment donné, l'État a lâché le contrôle sur ses propriétés. À un moment donné, tu vois des particuliers, on découpe une zone donnée, on réserve un carré pour l'intérêt public. Après, c'est 5-6 ans après que les autorités reviennent pour voir et puis voir que c'est déjà vendu, que c'est occupé. Bon, j'espère que vous comprenez quoi. Donc, il faut qu'on commence par là-bas. Et puis, c'est difficile de réussir ce recensement qui fasse moins de bruit si on n'a pas commencé par mettre un peu de justice au niveau de la gestion des trucs. Donc commencer par la justice où on a toujours martelé ici que 70% des dossiers en essence à la justice sont fonciers. Quand c'est comme ça, où le foncier est devenu une SM d'abeilles où à tout moment ça peut tomber sur la tête de tout le monde. Tout de suite je venais avec Ferdinand, nous avons vu une maison flambant neuve toute en étage où on vient d'écrire sur les carreaux cessation du service, cessation de travaux. Je crois que les gens occupent déjà l'endroit. Il y a plein comme ça au début, c'est quand un chantier commence, stade fondation, stade premier, 3-4 murs, 3-4 briques que tu vois, c'est ce genre de prescription. Maintenant tu vas voir une maison qui était habitée depuis 10 ans, on vient écrire cessation des choses de déguerpir. Donc à un moment donné, le foncier est devenu vraiment une poudrière qui attend. Donc si on n'a pas commencé par tenir ce problème par la racine qu'on veut tout juste mettre. Si entre temps, moi je me suis débrouillé à prendre le terrain de Ferdinand et qu'aujourd'hui on veut recenser à mon nom, demain il se révèle que ce que c'est pour Ferdinand, tu vois les choses qui va se crier. Donc moi je pense que il faut que c'est pourquoi en toute chose il faut mettre un peu d'éthique. Ceux qui ont toujours dit que les affaires doivent être différentes de la gestion de l'État, ils n'étaient pas cons. Ils auraient aimé aussi avoir les deux, l'argent et l'argent du beurre, avant de se lier. Mais ici, à un moment donné, ce n'est pas à toi, ce n'est pas donné aux Togolais ordinaires de se taper 4-5 maisons à Lomé. Mais quand tu vois les gens qui alignent des maisons comme ça, parfois sans occupants, souvent c'est les gens, c'est les mêmes qui nous dirigent. C'est eux c'est d'ailleurs pourquoi c'est difficile d'imposer. Je vous disais ici qu'au moment où l'OTR naissait,
il y avait des jeunes très brillants qui ont présenté un projet. Ils voulaient seulement, je crois bien, autour de 9 milliards, c'était ça la valeur du projet, pour s'équiper en tout ce qu'il faut, pour que l'État ait tout le matériel, afin que tous ces travaux qu'on est en train de faire soient faits, et que ça puisse faire rentrer quelque chose pour l'État, la manière dont ça fait à Abidjan. Je vous disais que chaque fin d'année, la ville d'Abidjan seule n'apporte pas moins de 100 milliards à l'État ivoirien. Donc, aussi longtemps que la moitié des terrains occupés sont des terrains conflictuels, aussi longtemps que ces conflits emballent souvent les autorités et ceux qui les agents qui insoupçonnés, aussi longtemps que la justice soit une caverne d'Ali Baba où les problèmes du terrain sont devenus l'or noir sur lequel tout le monde vient naviguer, ça va être difficile, parce que ici c'est comme on vient commencer par danser par la tête, quoi. Alors que normalement la tête, la danse, ça commence par les pieds. On ne commence pas par danser par la tête. Dans ce dossier de foncier, ça dépend. Hein. Quand on est assis, c'est pas les pieds qui dansent. Non, quand tu te mets debout, il faut commencer la danse. Je crois que. D'accord, oui, parce que dans le test, dans le nouveau test, dans le nouveau code de foncier et de manière, on parle également des étrangers. Il doit avoir une autorisation spéciale pour des étrangers pour avoir les terres. Or maintenant, chez nous... non, il y avait, c'est que ce n'est pas appliqué. Il y avait. Mais c'est une disposition il y avait qui existe depuis la nuit des temps. Qui, ça n'est jamais appliqué. Et seul le chef de l'État peut autoriser un étranger à acquérir un terrain. Après, je crois qu'ils l'ont donné au Premier ministre. Mais est-ce que tout ça c'est respecté? C'est là où je parle de la corruption. Excusez-moi, on n'a rien contre eux, mais qui ont des terrains partout, qui ont acheté des maisons partout dans notre capitale. Pas leur nom. Oui, certains en leur nom. Non, certains même en leur nom. Certains en leur nom, mais en faisant tout pour obtenir des papiers togolais. Oui, et donc, certains même l'ont acheté sans avoir obtenu les papiers togolais. Tout ça va remonter à la surface demain. C'est en cela que moi je parle beaucoup plus de la corruption. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez les auxiliaires de justice, mais il y a tellement de scandales qui entachent les auxiliaires de justice que ces gens se protègent entre eux et que personne n'arrive à leur mettre la main dessus. Les notaires, ce que les notaires font au Togo ici, c'est incroyable. Et des pauvres citoyens qui sont abusés, à qui on arrache les patrimoines dans les affaires de succession, tout ça. Et les notaires sont devenus des Crésus sur la place. Vous imaginez? Et il n'y a pas longtemps, je crois que la semaine dernière, il y a un notaire qui a été condamné à 3 ans de prison par la justice togolaise. Mais ce notaire a fui, il est en France. Ici? Oui, parce que le plaignant, à un moment donné, n'en pouvait plus. Et puis le plaignant est quand même une personnalité qui ne pouvait pas se laisser faire. Imaginez ceux qui n'ont personne, à qui on arrache les biens dans les histoires de succession. On fait disparaître les titres fonciers, on fait disparaître des trucs, on change les noms des terrains. Et donc, je pense que la responsabilité de l'État, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça. Et pour mettre de l'ordre dans tout ça, il faut quelqu'un qui est de la poigne, mais qui prend la responsabilité de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que toutes ces injustices-là, à un moment donné, cessent. Vous savez qu'il y a des juges au Togo, ils sont devenus des propriétaires terriens. Des juges? Oui, ils sont devenus des propriétaires terriens. Ils sont des héritiers? Non, ils ne sont pas héritiers. Ils ne sont pas héritiers. Par exemple, s'il y a un cas de partage, de succession, le dossier arrive à son niveau, tout est clair, il faut qu'il signe seulement pour que les héritiers, par exemple, en juge, ils bloquent le dossier. Il bloque le dossier et finalement, en bloquant le dossier, quand les concernés ne comprennent pas le code, à un moment donné, quand ça traîne, il est obligé de leur dire qu'est-ce que je gagne dedans. Bon, en fait, tu comprends. Donc, ça fait qu'ils ont c'est devenu un fonds de commerce, surtout. Et puis, c'est pourquoi ils disent ça, on ne peut pas, le recensement là, on ne peut pas aboutir aussi longtemps que les autorités sont ceux-là qui. Actuellement, par exemple, si on prend la ville de Lomé est une ville bloquée.
C'est bloqué parce que les gens, actuellement, quand on parle de recensement de terrains non bâtis, tout ça, là, et qu'il faut qu'on trouve la solution, soit tu trouves une solution pour bâtir ton terrain, soit on t'impute des redevances là-dessus, de façon à t'encourager, ou bien à te décourager à vendre à celui qui est pour bâtir. Mais ceux qui ont bloqué les terrains partout, ce n'est pas Fabrice, ce n'est pas Eric, c'est les mêmes personnes, je veux comprendre quoi. Donc, aussi longtemps que la justice va évoluer, c'est-à-dire tel qu'on le vit actuellement, ça va être difficile de trouver solution. Quand sur un même lopin on trouve des titres fonciers, les deux titres fonciers signés par le même État togolais, mais allez attendre les standards. Mais ce qu'ils ne sont pas... quand il y a deux titres fonciers sur une même propriété, un même lot, ça veut dire qu'il y a un qui est faux. Il y a un qui est faux, forcément. Un qui est faux. Oui, bon, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que le cas du Togo est un peu particulier en ce qui concerne le foncier, surtout dès le départ où il a été déclaré que la terre n'appartient pas à l'État, mais à des collectivités. Je crois que c'était le faux départ. Et aujourd'hui... Est-ce qu'on ne peut pas revenir à la situation en T? Ça va être compliqué, mais il faut être persévérant, il faut être optimiste par rapport aux initiatives qui se prennent aujourd'hui pour l'avenir. Maintenant, en ce qui concerne le milieu de la justice, tout le monde que c'est sur le foncier. Comment est-ce que les gens arrivent à récompenser les juges qui tranchent? Parfois, il peut dire le droit exactement, mais maintenant, on remercie en termes, en nature, si c'est tel nombre d'hectares, alors bon, on te file quelques hectares et tout cela. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Parfois également, on tord le coup au droit. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit être un mouvement commun. C'est-à-dire qu'il faudrait également qu'au niveau, sur le plan social aussi, régler un certain nombre de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du droit, le vrai problème aussi qui se pose, c'est sur le plan social. Des familles qui sont divisées pour des questions liées au foncier et tout cela, et c'est un sérieux problème. Et un jour arrivera où les gens peuvent même avoir des papiers légalement, le terrain lui appartient, mais il ne pourra même pas mettre pied. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous allez sur le terrain spirituel aujourd'hui, et quand vous allez dans il y en a déjà, hein, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens, pour une histoire de terrain, ils te règlent les comptes. Pour ceux qui croient à ces méthodes mystiques que nous sommes africains, ça ne peut pas être exclu. On a vu des gens démarrer des chantiers qui n'ont jamais fini et tout cela et autres. Donc c'est un sérieux problème social aussi à ce niveau. Oui, le droit viendra, mais ce droit-là, que va-t-il peser face à nos cultures, à nos rites qu'on connaît dans nos milieux et tout cela et autres? Je crois que ça va être un combat de longue haleine pour pouvoir véritablement résoudre ce problème. Maintenant, en ce qui concerne les terrains non bâtis, surtout dans la capitale et dans les grandes villes, je crois que ça, il faut résoudre ce problème-là parce que c'est à l'origine de beaucoup de choses. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez que la population active se retrouve à des kilomètres de la ville de Lomé, alors que l'administration est au centre-ville. Mais quelqu'un va quitter, je ne sais pas, Michintové ou je ne sais où pour venir à son boulot. Alors qu'en venant, il traverse des terrains vides. Ça appartient à qui? Ça dure des années. Je vois que ça aussi, il faut régler ça pour que le développement de la ville de Lomé ne soit pas anarchique, mais que ça se passe. On peut même commencer par imposer des plans à certains quartiers et tout cela. Et c'est là la question liée au recensement qui est en train de faire et à la taxation des biens immobiliers également, parce que si on règle le problème de la gestion décentralisée, on a des maires avec les prochaines locales et tout cela, où les gens sentent quand même qu'ils sont impliqués plus ou moins dans la gestion. Il y a un certain compte qui leur est fait. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut vraiment développer nos localités plutôt que d'attendre que l'État. Je vais juste ajouter que par ce projet qui normalement devait être loué, une fois que les gens se comportent comme si à un moment donné, ils ont bloqué un territoire, ils se sont charcutés un territoire, ils sont partagés. Quand le partage est fini, ils veulent maintenant définir les règles du jeu. Parce que quand tu vas dans les périphéries, actuellement nous sommes en capitale, quand tu vas dans les périphéries, qui sont ceux qui ont acheté les terrains? 100 hectares, 1000 hectares, 1500. Je vous disais tout le temps, depuis votre ancienne radio, que je connais un baron du système qui a acheté à Sokodé un territoire plus vaste que son canton. C'est-à-dire le canton d'où il est un canton, c'est une composition de plusieurs villages. Le monsieur a quitté chez lui, il vient à Lomé ici, c'est un ballon. Mais il s'est enrichi et à Sokodé, il a acheté un terrain qui est plus vaste que
et son village et son canton. Donc plusieurs villages réunis à ce côté. Aujourd'hui, il est en position de force, il a acheté ça, il empêche à qui que ce soit de cultiver là-dessus, c'est sa propriété, effectivement, il a acheté. Mais aujourd'hui, c'est pour lui. Demain, quand il ne sera pas en position de force, tu crois que on peut permettre à un individu comme ça d'aller bloquer tout un village parce que, tu comprenez quoi? Normalement, il y a une loi, s'il vous plaît. Il y a une loi, il y a une loi qui dit qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas. Il y a la loi, ce que c'est la corruption qui a tout fait pourrir. Il y a la loi qui dit qu'on ne doit pas normalement vendre à un particulier un terrain jusqu'à une certaine superficie, à moins qu'il achète pour des fins industrielles. C'est comme ça. Quand vous achetez pour mettre en valeur pour des motifs industriels, il y a normalement un taux qu'on est autorisé à vendre, mais quand c'est pour l'usage personnel, on peut vendre tout un canton dans une ville. 1000 hectares. 1000 hectares, 1500 hectares. Et il pense qu'il va être toujours éternellement en position de force, mais demain il va comprendre que le chien enragé connaît la cour du roi. Très bien, bah, écoutez, on parle du foncier. Tout à l'heure, on va parler du 4e lac. L'inauguration a eu lieu hier. Cet ouvrage devra soulager les populations d'Accordé-Sewa, d'Enfamé, Baguida, Zoroba, Kagomeo ou Kanikope. Mais vous avez parlé d'un phénomène qui a cours dans les coins un petit peu reculés en périphérie, des braqueurs, des voleurs. Cette semaine, il me semble qu'au niveau de la gendarmerie, on a présenté quelques bandits de la République. Vous en avez publié, vous en avez parlé cette semaine. Oui, des présumés malfrats, marqueurs et tout cela et autres. Oui, je crois que la gendarmerie en a coutume. Et bon, c'est vrai que c'est... Cette temps-ci, le phénomène est encore grandiose. Oui, bon, vous savez, les grandes villes aussi, ça va avec la criminalité, hein, c'est-à-dire la vie est un combat et plus elle se développe, ça se durcit, les gens initient également. Mais bon, dans ce lot-là, parfois, il y a des gens sur lesquels on se trompe. Par exemple, quand vous prenez le cas, le cas de mercredi dernier, la liste, enfin, la photo que nous avons mis à la une de notre journal, nous l'avons publiée mercredi. Et puis, hier jeudi, nous avons été approchés par des gens qui figurent sur cette photo, mais qui sont libres. Ah bon? Ah, bien évidemment, actuellement, nous sommes en train de nous organiser pour revenir sur cet article autrement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ce ne sont pas ces personnes-là qui ont été présentées par la gendarmerie? Oui, elles ont été présentées par la gendarmerie. L'image est passée à la TVT à 13h, à 20h, mais le jeudi, ils étaient libres. Et bon, moi, approché, ils m'ont dit qu'ils étaient libres depuis mardi après-midi. Alors, vous comprenez que maintenant, il ne me revient pas à cette antenne de dire est-ce qu'on s'était trompé sur les cas ou qu'est-ce qui a pu se passer, mais naturellement, on a l'impression comme si ce qu'on leur reprochait, ce n'était pas ça. Évidemment, de toute façon, ils ne sont pas encore allés devant le juge. Mais ça fait partie quand même des éléments un peu bizarres. Vous voyez, vous mettez à la une de votre journal des gens qui sont censés... Qui ont été présentés par l'autorité. On a invité la presse. Et ils ont été présentés mardi matin. Mardi à 16h, ils ont été libérés. On a pu rappeler la presse. Bon, les gens publient et puis bon, voilà... quelqu'un qui vient avec ton journal, il te dit voilà ma photo là-bas, tu as publié que j'ai été... Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a été présenté. Bon, maintenant, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Ils ont été libérés. Est-ce qu'on s'était trompé? Est-ce que c'était faux et tout cela? Mais c'est pas tout le monde. Mais il y a eu des cas comme ça où ils ont été... relâchés. Ils ont été relâchés sans doute parce qu'il n'y avait pas grand chose dans le dossier, mais on en saura davantage. Mais il faut dire que de façon globale, peut-être ça c'est au niveau de notre métier. Et je crois que ça a été plusieurs fois dit, quand on prend des gens qui n'ont pas, le juge n'a pas encore dit qu'il est coupable ou non coupable, ou bon, on appelle la presse, on présente les gens et puis finalement on se rend compte qu'il n'en était pour rien. Ça va être difficile de corriger parce que ici, c'est un journal papier qui va rester dans des archives pendant des années. Et bon, voilà un peu la situation. Oui, Eric, Fabrice, à quelques doutes près, je ne crois pas que forcément votre journal se soit trompé, parce que j'ai déjà été confronté à des cas comme ça. Peut-être que ça peut arriver, peut-être que je crois qu'actuellement ceux qui peut-être alors qu'ils ne sont pas censés être
là-bas nous écoutent. Moi, je vous donne un exemple. Au moment où le dialogue commençait, que l'opposition faisait du début du dialogue, l'opposition faisait de la libération des détenus politiques la condition pour débuter le dialogue. Moi, j'ai connu un monsieur qui a grugé des femmes au grand marché d'Assillé ici, c'est-à-dire Aguasillé ici, qui s'est retrouvé en prison pour ça, mais il a été libéré dans ce monde-là. Il a été présenté comme un des détenus politiques, alors qu'il était là-bas parce que sur la base du tontine, il avait escroqué des femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a militaire? Exactement, donc il se retrouve parmi ceux qui ont bénéficié, et il a été libéré, actuellement il est libre. Voilà un cas comme ça. Donc c'est de ça que la corruption peut accoucher. Il y a plein de cas comme ça, vous vous rappelez. En fin 2015, j'ai publié un dossier où je parlais de plus de 400 militaires, disons, corps habillés, tout corps composé dans la prison, dans la seule prison civile de Lomé. Ils sont plus de 400 là-bas, vous vous rappelez, fin 2015. J'ai fait un dossier sur un escroc ivoirien qui était logé à côté de l'immeuble Burkina, qui a fait chanter tous les barons ici, et on l'a fait ouvrir les vannes des prêts bancaires par la présence, et il s'est installé. Après il savait que c'était un escroc. Donc c'est en faisant ce dossier-là que j'ai découvert ce qui se passe dans les prisons. Ils sont pleins, c'est la liste que les juges détiennent, mais les individus même ils sont libres. Ils sont libres, donc aussi longtemps que la corruption sera le vice le mieux accepté dans notre territoire, on va souffrir de ça, quoi. Très bien. Je pense que Ferdinand veut placer un mot là-dessus. Très bien. Nous allons marquer la pause de midi et après nous parlerons du quatrième lac. Avec les confrères Abi Alpha Isoto, Fabrice Pekézi et Ferdinand. Et Ferdinand, ce matin, vous revenez également sur, je veux dire, la question de l'assainissement et le quatrième lac. Hier, le chef de l'État et son entourage, donc ils ont tous réceptionné les ouvrages. Sauf que vous avez une voix dissonante sur le sujet ce matin, en dehors du fait que tout le monde a présenté le travail comme bien fait et tout s'est bien passé, et que les populations des localités comme Kordé Sewa, Mfamé, Kani, Kopé, Kagome, Bagida, Zoroba vont souffler un petit peu parce que il y a le quatrième lac, l'inondation dans ce coin-là, ce qu'on connaît chaque fois. Mais vous dites que non, l'inauguration, la cérémonie qu'on a vue hier à la télévision, ça a coûté 47 millions, c'est extraordinaire ça. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est un courrier du ministre, c'est nous que nous avons passé dans le journal. D'abord, le quatrième lac, il faut rapidement le décrire, c'est un système d'assainissement de tout le quartier de la zone en fameuse Robar et tout ça, pour drainer les eaux et assainir les quartiers, financé par plusieurs organisations, l'Union Européenne, la FD et puis l'ambassade de France à hauteur de 43 millions d'euros, donc autour de 28, quelque chose de milliards. Et qui a été confié à un consortium, AIFA, GGR et puis d'autres entreprises. Et les travaux ont duré, je crois, 2 ou 3 ans. Et c'est la réception qui a eu lieu hier. Bon, sauf que quand vous allez dans la zone, vous voyez qu'il y a encore des caniveaux qui ne sont pas bouchés dans la zone d'enfameuse Robar, qui créent des problèmes aux riverains, des gens qui tombent dedans, les enfants. On a pris des photos de certains de ces caniveaux-là. Et autour même de la rétention d'eau, on n'a pas prévu le pavage des rues tout autour. Ça veut dire qu'il peut y avoir éventuellement un ensablement de la rétention d'eau ou une dégradation de la voie tout autour de l'eau. Et puis bon, il y a certains trucs qui n'ont pas été encore, qui ne sont pas encore faits. Parce que lundi déjà, le confrère, le correcteur évoquait une situation, c'est-à-dire l'insalubrité qui entoure l'ouvrage. Toute la zone n'a pas été assainie. Et maintenant, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est le coût de la réception, le coût financier. La cérémonie qui a eu lieu hier. C'est-à-dire que le ministre de l'urbanisme
de l'habitat de cadre de vie, CCMU, a fait un peu de trafic d'influence. Il a fait un budget qu'il a adressé à la société IFAGE en demandant un premier budget 40 millions pour apprendre, la société doit prendre tout ça à sa charge. Il demande 40 millions à la société et la société a trouvé que c'était trop et donc le budget a été retoqué. Et il a revu ses prétentions à la baisse et il refait un budget de 47 millions, mais il demande à la société IFAGE 20 millions de francs CFA. Et donc le courrier dans le journal, vous pouvez lire le courrier dans lequel il a demandé ces fonds-là et il a demandé ces fonds à la société. Exactement, c'est 47 925 900 francs CFA, mais il demandait à la société une contribution de 20 022 400 francs CFA pour la cérémonie. Maintenant, ce qui est un peu surprenant, c'est que cet argent-là, on aurait pu l'utiliser pour, par exemple, boucher les caniveaux, par exemple, pour faire certains petits travaux, au lieu de... Comment est-ce qu'on peut utiliser 20 millions ou 47 millions pour une cérémonie de réception des travaux? Nous avons passé les détails du budget qu'ils ont fait dans le journal. Vous verrez, ils ont, par exemple, sur le plan de la communication, ils ont une plaque inaugurale. C'est-à-dire que la plaque que vous voyez sur le journal, la plaque inaugurale, c'est une plaque en marbre. Donc, qu'ils ont commandé. La construction du mur béton armé a coûté 160 000 par exemple. Ils ont mis une tente climatisée pour le cocktail, parquet, moquette, climatiseur, décoration 5 664 000. Ils ont fait, par exemple, la réception pour les invités non VIP, et sans douche plus canette 2 500 000. Pour les autorités, la réception pour les autorités, ils sont à 4 millions et quelques. Et puis il y a des choses qui font rigoler les gongonneurs du quartier, c'est-à-dire des gens qui devaient appeler, annoncer dans le quartier qu'il faut venir assister à la réunion, mobilisation des participants, information à la population par gongonnement et par mégaphone. Tout ça c'est 385 000, donc 2 mégaphones loués à 5 000 francs l'unité, les piles à 8 000 francs, les piles sont plus chères que l'allocation des mégaphones. Bon, tout un tas de bizarreries dans ce truc-là. Alors, nous, ce que nous prévoyons. Et puis, ils ont dit, ils vont louer le tapis rouge à 400 000 francs. Donc, le tapis rouge. Oui, donc, la mairie ou l'État n'a plus de tapis rouge. Donc, quand il y a des activités comme ça, c'est des privés qui louent le tapis rouge et sur le dos des contribuables. Normalement, l'État doit avoir un certain nombre de matériel. C'est-à-dire le tapis rouge, quand le chef de l'État se déplace, c'est l'État ou la mairie qui déroule le tapis rouge. Ça ne peut pas être des trucs qu'on doit aller louer à tout moment. Donc vous comprenez pourquoi parfois, même quand M. Fogna Sigbe va dans des villages, là, on va dérouler le tapis rouge parce que ça fait le business de certains. Et donc, toute cette cérémonie-là a été facturée à 47 millions et qui a duré à peine 1 heure de temps. Et donc, nous, c'est ce qui nous choque dans ce truc-là. Ce n'est pas le projet en tant que tel, mais comment est-ce qu'on peut dépenser 47 millions avec un air de surfacturation, vous voyez bien, dans ce truc-là, alors que le projet n'est pas achevé, les caniveaux ne sont pas bouchés. Cet argent-là, on aurait pu l'utiliser pour régler un certain nombre de problèmes autour du 4e lac, ou même le déployer pour... Vous savez, 47 millions, ça peut faire 2 grands bâtiments de salles de classe. Oui, parce que les bâtiments de salles de classe, quand on les construit souvent, c'est peut-être à 15 ou 17 millions, 3 classes comme ça. Et donc, voilà comment des gens dans le gouvernement s'organisent, créent des événements, créent des situations pour se faire un peu de l'argent sur le dos de certains projets. Voilà ce qu'on a dénoncé ce matin. Mais le projet en lui-même, c'est un projet pour assainir la zone. Encore faut-il que vraiment ça y a beau que la zone soit véritablement assaini. Il faut que la zone soit éprouvée pour qu'on puisse tout à fait. On attend les grandes pluies pour voir ce qu'il en est véritablement. Fabrice, oui, par rapport à la situation dans les quartiers où on a l'impression que le travail n'est pas terminé, bon, je crois que c'est un financement de l'Union européenne et puis l'exécution de l'AFD, mais il doit avoir quand même un fonds de financement additionnel pour finir les travaux. Donc cela suppose que
en réalité, ce n'est pas encore terminé en ce qui concerne les désagréments qu'on peut constater dans le quartier. Bon, maintenant, pour ce qui est de la cérémonie, bon, moi je n'y étais pas, j'étais pas à la cérémonie, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu nécessiter. Est-ce que les 47 millions ou les 20 millions ont été débloqués dans cette histoire et tout cela, mais il faut reconnaître que si c'est le cas, c'était un peu trop lourd. Je crois qu'un budget reste un budget et à un moment donné, il faut le hacher pour pouvoir avoir une somme raisonnable. Et à mon avis, 47 millions ou 20 millions pour une cérémonie de réception autour d'un lac, ça paraît quand même trop exagéré. Mais est-ce que ça a été décaissé? Qu'est-ce qui a été exactement alors, si ça a été décaissé, et si ce travail-là ça a été fait comme cela, alors on peut comprendre pourquoi est-ce que ces derniers jours, il y a des inaugurations sur inaugurations à travers le pays. Je donne une rubrique, j'arrive à dire. On dit libation et préparation traditionnelle des jeunes filles pour accueillir le chef de l'État. 100 000. C'est-à-dire que celui qui verse ce qu'on appelle traditionnellement Jassi, celui qui souhaite la bienvenue en versant l'eau dans la calebasse, tout ça là, avec en prononçant quelques paroles de bienvenue, lui il prend déjà 100 000. Mais c'est son activité. Pourquoi vous voulez pas que... C'est des choses incroyables qui se déroulent dans un pays où on doit beaucoup plus il aurait dû le faire rationalisation. Non, je ne parle pas de gratuitement, mais c'est-à-dire que quand vous voyez comment est-ce qu'on a libellé les choses pour cette cérémonie-là, vous voyez directement que il y a de la magouille. Mais pourquoi vous pensez que verser de l'eau dans le calebasse c'est compliqué? Ou alors karma, peut-être ce qu'il faut faire, c'est de laisser tomber ces inaugurations. Bon, là aussi, l'ouvrage est déjà réalisé. Oui, là aussi on dira qu'on ne communique pas autour des choses qu'on réalise. On peut toujours inaugurer, mais pas aussi à un coût aussi, regardez un peu, à un coût aussi élevé. Quand on dit rafraîchissement pour les officiels, canapé, boissons, champagne, service pour environ 300 personnes, 4 millions. Je vais vous donner un exemple. Vous savez quand la pose de la première pierre de l'hôtel Préfaco, qui est en face de Ecobank sur la plage, la pose de la première pierre, juste la pose, ils ont dépensé ce jour-là 77 millions. 77 millions. Ouais, la cérémonie de première pierre. Et ce bâtiment n'a jamais évolué. Vous imaginez ce que c'est? Et donc, cet argent aurait pu servir à quelque chose. Mais c'est des réseaux qui s'organisent pour se partager. Bien. Eric, moi je pense que c'est très simple. Les gens font de l'à peu près dans la gestion de l'État un fonds de commerce. Je donne un petit exemple. Notre capitale est naturellement dotée de dispositions pour qu'on évite le plus possible l'inondation. Cette bande de lacs qui a quitté le quartier, le bas-fond de l'hôpital, venir contourner, cisailler, motiver pour aller là, ça a commencé un peu vers le Ghana, mais ça vient se jeter dans la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, les gens ont asséché. Les gens ont asséché d'abord pour des raisons politiques, militaires, tout ce que vous connaissez. Les gens ont asséché des parties de la lagune. Vous comprenez quoi? Il y avait quoi, ils ont asséché ça? C'était de l'eau. Les choses là où on appelle l'espace bokeh, c'était la lagune. C'était de l'eau. C'est ça qu'on appelle lagune asséchée. D'accord. Et vous comprenez quoi? C'est pour des raisons de sécurité présidentielle que les gens se sont dit, bon, une lagune comme ça qui passe à côté d'un camp pour être à tout moment un danger. Et les gens ont asséché, commençant là-bas, venir jusqu'à le Togo et continuer. Au lieu que les gens pensent par le temps actuellement que ce n'est pas ce camp hérité n'est pas forcément le seul camp dont dispose. Il y a l'eau qui passe quand même par là. Ils ont asséché, il reste seulement une petite bande. Avant c'était tout là où Bolloré a construit son cinéma, c'était de l'eau. C'est pourquoi on appelle la bande la lagune asséchée. Quand vous rentrez dans le truc, c'est comme ça dans le thème. Oui. Au lieu que les gens commencent par voir comment un jour c'est-à-dire remettre la lagune dans son état naturel pour résoudre automatiquement une bonne partie des problèmes d'inondation. Parce que quand tu regardes dans ton quartier ici, il y a plein de ces rétentions d'eau là qui ont coûté les yeux pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans les quartiers. Malheureusement, puisque vous retenez, quand vous faites ces rétentions, il faut que l'eau quitte là-bas pour aller quelque part. Très souvent, il n'y a pas ces débouchés
et ces rétentions deviennent des dangers dans les quartiers qui les abritent. J'espère que vous comprenez. Quand vous allez dans la ville d'Abidjan, la lagune qui a scintillé, qui a sillonné la capitale actuellement, c'est un fonds de commerce. Il y a des petits paquebots qui transportent les gens. Si tu ne veux pas aller de suite à Togo par le taxi, tu peux aller de suite prendre un petit navire pour te rendre. Tu peux circuler actuellement dans la capitale d'Abidjan à travers les voies maritimes. Parce que la nature les a dotés naturellement de ça, et ils ont fait un usage, vous comprenez quoi, ils ont dit très souvent que quand ils l'utilisent à bon escient. Exactement, on dit souvent que quand il y a ce qu'on appelle du fourra, quand ça tombe dans le lait, on n'enlève pas ça pour laver, puisque c'est avec ça qu'on le consomme, donc on le malaxe en même temps, on fait consommation. Donc et nous ici, on assèche la lagune. Et depuis cet assèchement, l'origine numéro 1, tu peux demander tous les topographes, tous les urbanistes, te diront que aussi longtemps que la lagune asséchée là n'est pas rétablie dans sa lagune originelle, on aura toujours des problèmes. Parce que c'est très facile de... Bon, aujourd'hui on a construit un troisième lac. Et ce troisième lac, je suis allé là-bas plusieurs fois avec les Dinan, bien avant que l'inauguration commence. On avait un confrère qui a perdu son papa à côté. On devait faire les trucs là-bas. Ils sont allés faire les pieds et les mains pour qu'au moins on vienne faire achever un peu les travaux à leur niveau pour qu'ils puissent faire la veillée du parent. Actuellement, quand tu parcours ce quartier, comme il a dit, c'est des caniveaux ouverts, danger public. À tout moment, on peut se casser les dents là-dedans. Ça, c'est un aspect. Maintenant, quand tu regardes là où loge cette lagune-là, cette rétention, c'est dans la lagune asséchée. La lagune devait être une bande qui commence du bas-fond de l'hôpital du Tokouin, contourner le Togo, contourner le lycée à Motivé, aller vers la zone portière, marcher là où on vient de faire cette rétention-là et aller se jeter dans la mer. Dieu nous a naturellement dotés de ça. On n'allait pas avoir de problème. Au lieu que les gens pensent grand, pour qu'on résolve le problème une fois pour de bon, comme c'est devenu un fonds de commerce. Aujourd'hui c'est là-bas on a fait, demain peut-être que c'est derrière votre radio ici qu'on va faire, d'autres vont manger. Donc ça peut être une raison, mais dire que Dieu nous a dotés naturellement pour qu'il n'y ait jamais d'inondation, je m'inscris en faux. Non, il y a l'inondation de c'est un phénomène, ça se retrouve pratiquement dans plusieurs pays, même en Europe. Maintenant, le problème n'est pas de ne pas avoir des problèmes, mais quand vous avez des problèmes, il faut trouver une solution. Mais je dis ici que il y a un problème. Je termine. Je dis ici que les gens n'ont pas l'intention de résoudre le problème dans la durée. Je donne un exemple. Quand tu vas à le Togo, à partir du moment où on a laissé Bolloré venir construire son histoire de cinéma dans l'air, sur l'air de la lagune asséchée, qui normalement un jour, si les gens avaient une gestion prévisionnelle de l'État, un jour on devait dégager cette terre-là qui a asséché, n'est-ce pas, la lagune. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention un jour de rétablir la lagune dans ses droits et je ne dis pas que automatiquement c'est à 100% ça résout le problème de la terre. Mais actuellement ça fait, tu peux approcher tous les urbanistes, les architectes, ils te diront que ça fait partie du problème. Bien. Donc il faut quand même qu'on l'apprenne. Non, moi j'aurais bien voulu peut-être qu'on débatte sur la solution qui a été proposée par rapport à la lagune qui a été faite. Moi je crois que si les travaux arrivent à terme, ça fait partie quand même des solutions pour régler. Même quand vous prenez du point de vue géographique, la situation de Lomé même est prédisposée à ce genre de situation, notamment l'inondation et autres. Et donc surtout cette zone. Et c'est pour cela, entre-temps, quand vous avez vu les retenues dans deux quartiers, ça fait partie des éléments. Quand vous prenez aujourd'hui le quartier Agbalépédo, certains ont pu même récupérer leur partiel qu'on avait considéré à un moment donné comme à jamais. Quand vous allez en bas, le marché qui est juste derrière la radio ici, c'est des localités ou des zones où à un moment donné on n'a jamais cru qu'on pouvait revenir exploiter. Donc aujourd'hui, moi je crois que le problème est là, et c'est effectivement la capitale est victime très souvent des inondations, et surtout au niveau du littoral, et ça fait partie quand même, le lac fait partie quand même des éléments de solution pour résoudre cela. Maintenant, si techniquement quelqu'un peut nous prouver que ce lac
c'est une fausse solution par rapport à cela. Là, on peut comprendre. Mais de façon globale, l'homme a toujours agi sur la nature. Même quand les maisons que nous construisons et tout cela et autres, ça finit toujours, ça désorganise un peu la nature. Et naturellement, il y aura des problèmes, des conséquences liées à tout acte qu'un individu pose. Maintenant, lorsque le problème naît, c'est qu'il ne faut pas croiser les bras et se laisser dominer, il faut trouver une solution et je crois que ça fait partie des solutions. Maintenant, la question de l'inauguration qui a trop coûté, tout est question de goût, hein. C'est vrai que lorsqu'on donne le chiffre, c'est vraiment énorme, 47 millions pour une réception, mais lorsque Ferdinand a donné les différentes lignes, quand on vous dit par exemple qu'on reçoit 300 personnes avec 4 millions et avec des champagnes et tout cela, une réception VIP, demandez à ceux qui organisent les événements, vous allez comprendre que si vous vous lancez dans ça, vous risquez de ne pas vous éloigner de ce chiffre-là. Donc aujourd'hui, maintenant, il est question de réfléchir. Je vais terminer. Aujourd'hui, il est question de réfléchir, voir est-ce que l'opportunité de ces inaugurations-là, est-ce qu'on en a besoin? Ou alors on dit, bon, on n'a plus besoin de ça parce que ça nous coûte des sous. Mais quand vous décidez de le faire, vous n'êtes pas obligé de fêter votre anniversaire. Mais quand vous voulez le fêter, le caméraman vous dit, je prends tel. Ne criez pas également au loup. Parce que sur cette inauguration, moi, si on m'avait invité, on me demande, le libéral, faites-nous une facture pour la couverture médiatique. Ferdinand va voir ça. Peut-être dans les dépenses, il va crier que j'ai exagéré. Mais je suis un privé, je donne le prix qu'il faut. Si vous ne voulez pas, aller voir ailleurs. Donc maintenant, le débat, c'est de voir, est-ce qu'on a besoin de ces inaugurations-là? Est-ce qu'on ne peut pas constater simplement? Mais là, certains vous diront également que vous faites des initiatives et vous ne communiquez pas là-dessus. Donc, encore que souvent, c'est de l'argent prêté, c'est de l'argent qu'on a racolé de gauche à droite auprès des partenaires, aux frais du contribuable. C'est ça qui est encore le problème. Et que quand vous n'avez pas de moyens pour faire assainir à un moment donné, que vous demandez, on vous accompagne, et que à la fin, c'est la boumboula avec des factures impossibles soi-disant pour inaugurer. Tu vois que le partenaire, le bailleur même, il peut à un moment donner ticket, quoi. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, Ferdinand. Non, moi je peut-être si ce quatrième lac peut régler véritablement et définitivement le problème dans la zone. Moi, je l'ai vu là-bas, je ne vends pas trop cher la peau de ce lac-là. Parce que j'ai déjà vu dans beaucoup de quartiers des trucs similaires. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour le moment, je mets beaucoup de réserves. Je ne suis pas un technicien, mais il y a certaines évidences qui crèvent les yeux, quoi. Moi, je pense que les rétentions d'eau à Lomé ont beaucoup plus créé de problèmes qu'ils n'en ont résolu. Il y a un cas. Dès qu'il y a un débordement là, tous les quartiers sont inondés. Et ça devient un grand danger. Ça devient dangereux pour les enfants, les gens meurent dedans. Et je pense qu'il y a même certains qui ne tiennent même plus. Vous savez que par exemple, à Todman là-bas, on avait creusé quelque chose. Et depuis, c'est encore bougé. À Todman, on avait creusé quelque chose, on avait mis beaucoup d'argent dedans, je crois 200-300 millions. Aujourd'hui, c'est encore bouché. Quelqu'un cultive de la banane, il y a une bananerie et puis des maïs, tout ça là-bas. Je pense que c'est des solutions approximatives. Et des pays qui sont vraiment confrontés à des problèmes d'inondation, des gens ont fait des caniveaux sur des kilomètres pour drainer l'eau. Ici, nous avons l'opportunité d'avoir Lomé qui est enserré entre la mer, la lagune et le fleuve Zior. Il y a le grand bassin du Zior. On peut drainer de l'eau de part et d'autre sur des kilomètres. Si on a vraiment une volonté politique. Pas de bassin de rétention. On met vraiment les experts. On met vraiment les experts dans cette activité-là, les vrais experts, pas des bricoleurs. On peut vraiment drainer de l'eau, soit vers la rivière Zior, pour ceux qui sont souvent touchés de ce côté, vers la lagune, pour ceux qui sont de ce côté, et on aura véritablement réglé le problème. Maintenant, la question de la lagune, il faut la réouvrir, tôt ou tard. Parce que ça désorganise même l'écosystème de la ville. Parce qu'on ne peut pas permettre que... Vous voyez, c'est un phénomène qui n'est pas seulement... Qui ne vient pas seulement sur le plan géomorphologique, qui ne vient pas seulement du Ghana. Ça vient depuis la Sierra Leone. Et ça vient depuis la Sierra Leone, ça continue jusqu'au Bénin. Quand vous franchissez la frontière, c'est le même phénomène qui continue. C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements, mais c'est le même phénomène géomorphologique qui continue jusqu'au Nigeria. Et donc, on ne peut pas à un moment donné le bloquer à un endroit. Il faut réouvrir trop ou tard la lagune. C'est vrai que il y a des gens qui avaient demandé qu'on assèche la lagune pour des raisons de sécurité, parce qu'ils savent de quoi il s'agissait. Ils ont fait venir la société hollandaise qu'on a appelée
comment ça s'appelle, néerlandaise, qu'on appelle Boca, pour faire ce travail-là. D'accord. Maintenant, il faut revoir ça pour donner de l'air à la ville de Lomé. Sinon, on aura toujours les mêmes problèmes, on aura les bassins de rétention. Parce que ne sont pas couvertes, ne sont pas protégées. Quand tu vas au début des caniveaux, ça a l'air de inachevé. Ça veut dire que d'ici peu, avec les moments de pluie, il y aura des caniveaux qui vont être bouchés et l'eau du quartier qui devait être drainé vers les rétentions ne vont même pas arriver là-bas et on va faire le mythe de Sisyphe va recommencer quoi. Très bien. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des rétentions où ça a été une réussite. Moi j'ai habité ce quartier qui n'est pas loin de votre radio ici. Ça a été une réussite parce que à l'époque où nous habitions dans les années 98 ici, il y a beaucoup de l'eau de terrain, des maisons qui ont fini sous l'eau. Aujourd'hui ça fait partie au niveau du campus universitaire également. Ça a été une réussite. Mais bon, je suis commissariat d'ONU, je ne sais quoi, là-bas, ça n'a pas exactement fonctionné. Donc l'idée au départ, par ici, donc il y a des niveaux où quand même ça a permis de soulager les gens et les gens ont repris leurs biens immobiliers. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va parler politique quelques minutes avant de rendre l'antenne. C'est par rapport donc à ce qu'on a vécu cette semaine. Déjà, mardi, vous évoquez le cas de lundi, vous évoquez le cas des meetings de la coalition qui finalement la coalition qui ne mobilise pas, et ça depuis quelque temps, et ça vous l'avez soulevé par rapport au week-end dernier. Oui, bien évidemment, je crois que depuis la première interdiction, ou du moins au lendemain du dernier round du dialogue qu'on a connu, et puis avec la première interdiction de la marche, et puis entre-temps les itinéraires qu'on a tracés, on s'est rendu compte que l'opposition même a utilisé le mot remobiliser. Alors quand on parle de remobilisation, c'est qu'on reconnaît qu'il y a eu des mobilisations. Et donc cette tentative-là, en tout cas avec les premiers meetings qui ont été organisés le week-end dernier et tout cela, on a constaté que la remobilisation, l'idée hier, le projet est toujours, on se bat avec tous les moyens de communication pour parvenir. Vous avez vu un peu la campagne de communication avec les photos des leaders qui appellent à sortir et tout cela, mais on s'est rendu compte que malgré cela, pour l'instant, la mayonnaise a du mal à prendre par rapport à cette remobilisation que l'opposition recherche, puisque finalement elle s'est rendu compte que à un moment donné, le fait de mobiliser a été un élément capital pour eux pour obtenir certaines choses. Bon, sauf qu'ils n'ont pas réussi à capitaliser ça. Alors maintenant, parviendront-ils à remobiliser pour les échéances à venir, au moment où on annonce déjà des velléités des élections et tout cela? Je crois qu'aujourd'hui on constate quand même que tous les partis sont sur le terrain, parfois en solo, parfois en coalition, mais en ce qui concerne la coalition et la mobilisation qu'on a connue il y a quelques mois et celle qu'on a connue le week-end dernier, ce n'est pas encore ça. Bon, tout à l'heure on me dira que oui, il y a les gendarmes qu'on met un peu partout, on a toujours mis les gendarmes, mais il y a des moments où ça a marché. Mais en tant que journaliste, j'analyse les faits actuels pour dire que la mobilisation qu'on a tenté les dernières fois, ce n'est pas encore ça. Ferdinand Haïté, on a vécu une situation quand même bizarre, extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. On a vu avec le Front Citoyen Togo Debout. C'était mardi dernier lorsque APED voulait organiser sa conférence de presse au niveau de César. D'ailleurs, ce matin, vous en parlez dans votre journal. Après Amoutivé, en 2012, la soldatesque retourne à Tokouin, César. Est-ce qu'en réalité, il y a une volonté d'étouffer tout ce qui parle politique au Togo désormais? Tout ce qui veut marcher, tout ce qu'il y a comme réunion, meeting politique? Oui, le régime bascule dans la paranoïa, ça c'est plus qu'évident. On est frileux, on voit le mal partout. Dès que 2 ou 3 personnes se mettent quelque part, il faut envoyer des gens pour les disperser ou envoyer des gaz lacrymogènes. Après, on dit sur les médias où on dit bon, c'est malentendu, on s'est trompé de cible, c'est pas vous qu'on cherchait et tout ça, comme le ministre Yaka lui a le dit dans le cas de Maître comment il s'appelle déjà, ouais, l'association, en disant que c'était un malentendu. Et puis bon, je crois qu'on a même rappelé, je crois, un des avocats pour dire non, vous pouvez aller refaire la conférence de presse, et l'avocat dit non, on n'en a plus besoin parce que le message est déjà passé. Donc on ne peut pas être dans un pays où on ne sait pas véritablement qui donne les ordres. Vous voyez, on ne sait pas qui donne les ordres. Donc un pays comme ça veut dire qu'on est en déliquescence. La situation échappe ça veut dire qu'il y a des groupes
il y a des pôles de décision parfois qui échappent parfois à la hiérarchie. Parce que si le ministre de la Sécurité est obligé de s'excuser en disant bon, ben, c'est un malentendu, qui a dépêché les gendarmes parce que c'est. Parce que. Mais ça ne peut pas être le ministre. Parce que sur le plan de la sécurité, il y a une hiérarchie. Non, il y a une hiérarchie. Mais il y a une hiérarchie, c'est le ministre qui est le premier responsable. Sur le plan de la sécurité, il y a une hiérarchie. Les autres, on sait comment ça se donne. Donc, si le ministre n'est pas au courant que les gendarmes vont disperser, vont mettre fin à une conférence de presse et qui s'excuse, ça veut dire que quelque part, quelqu'un a pris l'initiative sans informer le ministre. Et ça veut dire que le système a plusieurs pôles de décision. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, c'est cette pratique-là qui se généralise dans le pays, où dès que vous voyez quelqu'un qui vient animer un meeting ici, quelqu'un débarque et dit bon, il faut que vous vous disperser parce que nous on a reçu des ordres et tout ça. Et donc tout ça, ça sent une certaine frilosité, une paranoïa. Et pourquoi cette paranoïa? Parce que on sent qu'on veut étouffer les gens, mais on sent que les gens sont toujours déterminés. Si généralement on n'envoie pas les militaires à 4 h du matin ou à 5 h prendre d'assaut les lieux de rassemblement des marches ou des meetings pour enfin dire que les gens sont démobilisés. Si vous voulez constater si les gens sont démobilisés ou pas, il faut laisser les gens se rassembler d'abord et constater que bon, ils ne sont pas venus. Mais quand vous envoyez des gens avec la soldatesque, avec des armes, parfois des armes de guerre, prendre d'assaut les lieux de rassemblement, après bon, on peut venir dire bon, ils ne sont pas sortis parce qu'il y a ci. Donc moi je pense que au stade où nous en sommes, je ne sais pas si ça va à l'avantage du régime ou si ça le dessert. Ça le dessert, parce que ce n'est pas parce que les gens ne sortent pas dans la rue, les gens ne disent rien que ce qu'ils pensent a changé. Oui, a changé, non. Ou qui ne cherche pas d'autres solutions pour rebondir. Parce qu'un peuple qui est en lutte pour la liberté trouvera toujours un moyen pour rebondir. Quelles que soient les méthodes d'étouffement que vous utilisez. Et peut-être le jour où il va rebondir, c'est le jour-là que bon, les choses vont certainement péricliter. Voilà. Abi Alpha. Ouais, moi, je ne sais pas comment on peut évaluer une fête qui n'a pas eu lieu. C'est comme si demain, les gens vont me dire que la ville de Sokodé, Bafilo, Mango, par extension Kara, c'est comme les gens me diront demain que les populations sont fatiguées de l'opposition dans cette ville et que c'est pourquoi elles ne sortent plus. Qu'on laisse les gens manifester, c'est-à-dire puisque c'est un droit constitutionnel qui est reconnu, et la constitution elle est partagée par tous les citoyens. Et si, à un moment donné, la proposition dit que ces manifestations, on en a assez, ça ne produit rien, on va tirer la conclusion. Des manifs qui n'ont pas eu lieu. À la première heure, maintenant même la méthode c'est que quand il y a marche demain, c'est aujourd'hui soir que les soldats viennent dormir sur les lieux de merci. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand il y a marche demain, c'est ce soir qu'on déploie les agents pour prendre d'assaut tous les lieux possibles de rassemblement. C'est comme ça se passe depuis un temps. Quand on ne donne pas l'occasion pour que ça commence, comment on peut savoir si ça a commencé ou ça n'a pas commencé, s'il y a eu du monde ou pas? Donc ça là c'est un faux débat. Moi je pense que tout récemment, l'opposition elle-même, la coalition a déjà même commencé par fixer les dates des prochaines marches. Je crois que c'est le PNP qui a suggéré qu'on attende un peu pour que chacun retourne encore davantage dans ses bases pour activer ses réseaux de mobilisation. Pour que quand on reprend, tu comprends? Oui, puisque quand attends que je vienne, si tu observes, tu verras que cette mobilisation qui a même du temps où Feu Yadema a été le plus vomi, il n'avait pas eu cette mobilisation contre lui. Il n'y a qu'un régime comme le nôtre là qui peut, n'est-ce pas, continuer par s'entêter devant le bol généralisé. Donc l'opposition dit que bon, s'ils veulent qu'on en fasse davantage, on va le faire. Et donc le PNP a suggéré qu'on arrête, que chacun retourne dans sa base pour encore réveiller ses réseaux. Et maintenant on se retrouve pour lancer la machine. Et c'est dans ça que tu vas voir chaque leader politique qui est dans son... Oui, je crois que nous disons la même chose. Nous disons la même chose quand vous écoutez tous les discours ici et autres. Oui, bon, il faut que chacun retourne chez lui pour réveiller. On ne réveille que ceux qui dorment. Moi, j'ai juste constaté les faits. Le week-end dernier, on a dit, bon, remobilisation, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas du monde. Maintenant, je n'ai pas évoqué quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas sortis. Moi, j'ai juste fait un constat, c'est que la remobilisation n'a pas pris, il n'y avait pas du monde. Maintenant, les raisons, chacun
peut essayer de donner, est-ce que bon, les gens étaient allés à la messe, est-ce que c'est parce que les militaires étaient là et autres, ça c'est un autre débat. Mais le constat qu'on a eu la dernière fois, c'est que la remobilisation, et Abi même le dit, il faut comment est-ce que vous expliquez finalement le fait qu'il y a peu de mobilisation finalement? Moi pour l'instant je ne suis pas allé sur le terrain de la raison pour laquelle... C'est pour ça que j'ai donné plusieurs raisons. Je ne sais pas si les gens étaient allés au funérailles, à la messe, ou c'est parce que les militaires étaient là. Mais sur la question des militaires, les gendarmes ont toujours été là à chaque fois qu'il y a une certaine manifestation. Pour encadrer, c'est différent de pour réprimer. Oui, si mais maintenant, il y a une chose. Il y a un élément quand même qui saute aux yeux. Bon, ça dort. Et sur ce point, nous sommes tous d'accord pour dire que les gens sont en train de réveiller. Mais par rapport au week-end dernier, les gens n'étaient pas encore réveillés. Peut-être qu'ils se réveilleront un jour. Fabrice, en un mot, est-ce que la proposition de APED l'autre fois aura contribué à faire évoluer la situation? En un mot. Moi, je crois que c'est une proposition. Il n'y avait rien d'inédit dans ça. Il y a eu beaucoup de sons de cloche qui ont relevé cet aspect-là, y compris au niveau de Togo debout et tout cela et autres. Donc c'est une redite et c'est pour cela que c'est passé un peu inaperçu. Ce qui a fait du buzz, c'est l'interdiction de la conférence de presse. C'est tout ce qui a eu de particulier ce jour-là. Sinon le contenu en lui-même, il n'y avait rien de nouveau. C'est-à-dire a été. Non, moi je crois que nous sommes sur le terrain politique. Pour certains, ils ont corsé un petit peu l'addition. Bon, je vois que nous sommes sur le terrain politique, les gens prennent des initiatives et ces avocats, certains, au départ, n'étaient pas véritablement clairs dans leur prise de position. Certains étaient un peu... dubitatifs. Oui, ils faisaient du clair-obscur. Bon, c'est la première fois que je vois, par exemple, Maître Degli et Maître Diovigali, en dehors de Zeus, prendre une position plus ou moins claire. Au départ, on les sentait un peu... réservés ou équilibristes et tout ça. Là, ils font une proposition, même s'il y a encore quelques éléments qu'il faut vraiment éclaircir. Mais tout ça nous enseigne que les gens sont au courant quelque part qu'il y a quelque chose qui arrive. Et des gens sont en train de prendre... je sais pas, des dispositions. Les gens savent que dans la situation où nous sommes, il y aura forcément une solution. Et la solution, moi je l'ai toujours dit, ne sera jamais en faveur d'un régime qui fait 50 ans. Vous avez vu ce qui se passe au Niger. Vous ne pouvez pas aller demander à un chef d'État qui met les gens en prison parce qu'ils ont demandé un 3e mandat, de venir soutenir celui qui est en train de faire un 4e mandat, ou qui demande un 4e mandat, mais qui est le fils de quelqu'un qui a déjà fait 40 ans au pouvoir. Merci beaucoup, Fabien. C'est ça le problème. Abi Alpha. Ouais, je crois que les confrères ont tout dit. Par rapport à la sortie des trois avocats. Alors qu'on a dit que c'est une proposition. Non, c'est une proposition. Ils n'ont pas dit que c'est ce qu'ils pensent qui doit être quand tu regardes leur papier, ils n'ont pas dit que l'opposition est la solution automatique. Ils ont relevé aussi des limites, mais ils disent que voilà la solution, c'est que il n'y a pas de fumée, de feu sans fumée. Il y a quelque part une fumée qui est en train de se dégager. Il faut seulement reparcourir notre dernière édition. Si tu reparcours ce dossier, tu vas comprendre un peu à demi-mot. Donc, si les gens pensent que parce qu'ils ont pu militariser tout Lomé et les villes de l'intérieur, c'est leur solution, ils peuvent aller dormir, ils se trompent. Une feuille de route finira par s'imposer parce que quand vous êtes dans un quartier avec un enfant, ça c'est clair. Je crois que je dis il faut retourner dans notre dossier. J'ai déjà tout dit. Je crois que la dernière fois, au débat dernier, vous avez voulu que j'en parle. Merci beaucoup, Abielfa. Donc je pense que si les gens pensent que cela leur permet d'aller dormir et qu'ils ont trouvé la solution, ils se trompent vachement, quoi. Merci beaucoup à Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. Fabrice Pekézi, le patron du journal Le Libéral et Ferdinalité, le patron du journal L'Alternative. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Ancien Rigato. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur notre site radio taxifm.com et sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.